Bonjour à tous, bienvenue à The Little Big Show. Dans ce podcast, vous découvrirez des réunionnais au parcours atypique. Ils sont entrepreneurs, employés, sportifs, artistes, people, politiciens, en bref, ils sont pas loin d'être comme nous. The Little Big Show, c'est une bibliothèque de vie et d'expérience. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la page Facebook pour pouvoir suivre les prochains épisodes. Aujourd'hui, je reçois Bertrand Gontier. Merci à Science Réunion, merci à James Caratini qui nous a prêté son bureau. Bertrand a inventé un écran 3D sans lunettes et déposé de plus de 50 brevets pour son nouveau téléphone. Je le vois à un moment clé de son projet. On parle d'entrepreneuriat, on parle du Canada, de Paris, de SFR Réunion, du WAP, de Xavier Niel ou encore de son enfance et du bug de l'an 2000. En bref, on a une super discussion à laquelle vous êtes tous invités. Aujourd'hui, participer à ton podcast de Little Big Show. The Little Big Show, ouais. Ouais, bah merci en tout cas. Merci d'être venu. Écoute, moi j'ai fait un peu un tour de ce que je pouvais voir sur internet. Il n'y a pas beaucoup non plus d'informations sur toi. Je t'avais croisé en fait une fois. La première fois que je t'ai croisé, c'était au Run in Tech, l'événement organisé par Bruno Millot de la Store. Tout à fait, oui. C'était l'année dernière. Et tu peux nous dire pourquoi tu étais là-bas ? Tout simplement pour participer à un événement qui regroupe, on va dire, l'entrepreneuriat, les startups locales, donc mettre en avant ce que font les entrepreneurs à La Réunion, et aussi pour présenter un produit relativement innovant autour de la téléphonie mobile, donc un smartphone et une tablette 3D sans lunettes, donc qui permettent en fait de visualiser n'importe quel contenu en 3D sans lunettes sur un mobile ou sur une tablette. Ouais, c'est assez fou ça. Ça t'est arrivé quand cette idée-là ? Il y a plusieurs années fan de cinéma. Donc j'adore aller au cinéma, j'adore aller voir les films en 3D. Mais le gros problème qu'il y avait, les lunettes. Donc au bout d'un certain temps, on a du mal à s'adapter. C'est gênant, donc il faut les enlever. Donc reprendre quelques secondes. Et donc je me suis dit, il y a forcément un moyen en fait, de transposer ces lunettes sur un écran. Donc ne plus avoir à porter les lunettes. Et donc, beaucoup de recherches. On a commencé en fait en 2008, donc le projet en soi. Et puis en 2011, des premières versions. Ça fait 10 ans là. Ouais, ça fait quand même pas mal d'années. Et donc, il y a quelques versions donc, qui sont sorties sur tablette qui étaient relativement concluantes, mais pas suffisamment, je dirais, à mon goût. Ouais. Et sur smartphone, c'est venu beaucoup plus loin en fait, parce qu'on a sorti le premier prototype en 2015. D'accord. Uniquement. Donc il y a eu des tentatives qui avaient été faites par le passé par d'autres constructeurs. Donc le premier, on va dire, qui l'a réellement fait, c'est LG, donc, qui avait sorti son LG Optimus, qui à l'époque semblait être fantastique. Mais au niveau de la qualité, c'était vraiment pas au rendez-vous. Donc, parce que la technologie n'était pas assez développée, assez au point. Puis le manque de contenu aussi fait que tout ça a fait que ça n'a pas été un franc succès. Et on a appris de tout ça, en fait. Et donc nous, on a sorti un premier prototype donc, en 2015, une première version donc, qui était quand même bien. Mais en termes de qualité, on n'était pas encore, c'était pas encore ça. On n'était pas encore arrivé à quelque chose qui me plaisait. C'est quoi qui pêchait sur la qualité ? C'était en termes je dirais, du rendu de l'image. Donc on avait un très très bel effet, mais au niveau de la clarté de l'image, c'était pas encore ça. Et on est arrivé en 2017 avec une nouvelle version qui là, on a vraiment changé le type d'écran qu'on a conçu, la technologie qu'on a développée, donc on a amélioré. On a amélioré le lecteur également qu'on utilise, donc on a développé nous-mêmes pour arriver à un résultat aujourd'hui qui dépasse en fait toutes les attentes. D'accord. Et juste pour que les gens comprennent, en fait, la société c'est Adéquatique. Alors la société donc que j'avais créée ici à La Réunion donc s'appelle Adéquatique, mais en fait j'ai dans mon parcours créé plusieurs sociétés. Ouais. Notamment en Amérique du Nord où j'ai passé on va dire, le plus grand temps de ma vie, tant personnel que professionnel, je l'ai plus passé là-bas. Donc j'ai créé quelques sociétés là-bas également, et avec les partenaires que j'ai en Chine également. Donc on a une structure donc, en Chine, notamment l'usine se trouve en Chine en fait, et toute l'équipe de développement également se trouve en Chine. Donc à La Réunion, donc l'idée de créer une structure à La Réunion, c'était pour lancer la 3D sans lunettes à La Réunion, à proprement parler. Donc j'ai créé cette structure pour ça.
Mais je dirais le nerf de la guerre ne se trouve pas donc à La Réunion, se trouve actuellement en Chine, D'accord. mais très prochainement, dans les prochaines semaines, prochains mois, enfin en tout cas d'ici la fin de l'année ou plus tard, l'essentiel va être rapatrié au Canada, à Montréal. D'accord. Donc là, tu es dans une période de transition. Tout à fait. Tout à fait. Là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant ces 2 dernières années où j'étais à La Réunion, en fait. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai rencontré énormément de gens. Mais il se trouve que, bon, pour ce type de projet, La Réunion n'est pas adaptée. C'est un grand laboratoire, en fait. C'est un laboratoire à air ouvert, La Réunion, ce qui est très bien pour tester énormément de choses. Ouais. Mais lorsqu'arrive à passer, en général, à l'étape suivante, du moins pour mes projets, ce n'est pas l'environnement adapté. Donc, je retourne à Montréal, donc dans les prochains jours en fait, pour lancer entre autres toute la partie 3D, mais aussi d'autres projets donc, que j'ai on va dire entamés ici et qui vont être développés à Montréal. D'accord. Donc okay. Là, c'est vraiment une phase en effet, comme tu dis, de transition. Donc c'était 2 ans, on va dire, fantastiques à passer à La Réunion. D'accord. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Donc je vais tout lancer à partir de Montréal. Et du coup, je pense que là, du haut de tes 38 ans 38 ans, oui. Donc tu as quand même ouvert plusieurs boîtes et tu as réussi à avoir des équipes de développeurs en Chine, les transférer ensuite au Canada. C'est assez impressionnant. Moi, j'aimerais bien savoir comment on fait pour gérer une équipe à distance en Chine. Est-ce que c'est des Chinois? Est-ce que c'est des développeurs qui sont en VIE? C'est des Français? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu fais? Alors, ce sont des Chinois. Donc, il y a déjà une barrière assez importante qui est la barrière de la langue. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne parle pas beaucoup anglais en Chine. Donc, il y a déjà cette première barrière qu'il faut franchir. Mais on arrive quand même à se parler, à se comprendre par le biais, on va dire, des responsables de département qu'il y a là-bas, donc qui, eux, forcément parlent en anglais. Donc, il y a cette barrière-là donc, qui a été franchie. Puis ensuite, je dirais, c'est l'ouverture d'esprit qu'il faut avoir également. On ne peut pas arriver en disant que voilà, je sais tout sur tout. Moi, en tout cas, je ne fonctionne pas comme ça. J'aime bien avoir l'avis des personnes avec qui je travaille pour pouvoir justement échanger, partager et apporter de nouvelles idées. D'accord. Et donc, le fait de travailler à distance, ça montre également cette ouverture d'esprit et aussi travailler avec des équipes pluridisciplinaires et pluriethniques également. Parce que certes, il y a des équipes qui sont en Chine, mais j'ai aussi des équipes qui sont en Inde, qui travaillent spécifiquement sur un projet. Elles ne sont pas forcément plus sur le soft que sur le hard. En Chine, en fait, c'est plus sur le hard. Donc, l'hardware, voilà. Le hardware, donc le mobile lui-même. Le mobile lui-même, la tablette elle-même. Et en Inde, c'est plus la partie software. D'accord. Donc, ce qui fait que les deux équipes ne savent pas forcément sur quoi elles travaillent. Ça, c'est volontaire également. D'accord. C'est pour justement éviter qu'il y ait trop de fuites. Des fuites, il y en a. De la copie, il va y en avoir, il y en a aussi. T'as fait face à ce type de problème, la copie, que des gens essaient de te copier ou de... Oui, il y a eu des tentatives qui ont été faites, mais le résultat n'est vraiment pas probant. Puis quelque part, je me dis, tant mieux s'il y a de la copie. C'est-à-dire que le produit est bon, que le produit plaît. Donc, quelque part, je dirais, je ne suis pas pour la copie, bien entendu, mais quelque part, ça encourage à dire que mon produit est bon, les produits sont bons, les services sont bons, donc si les gens veulent le copier, je dois, moi, continuer à avancer et à améliorer ce que je fais. D'accord. Ok. Et pour la gestion à distance, c'est sûr que il faut savoir jongler. Il faut vraiment savoir jongler avec son temps, parce que tu imagines bien que avec les décalages horaires qu'il y a entre l'Inde, entre la Chine, puis certaines équipes avec qui j'avais travaillé dans le passé au Canada, avec qui j'ai gardé contact, notamment pour l'aspect marketing. Donc c'est jongler sur 3 ou 4 fuseaux horaires différents. Donc il faut savoir s'adapter, il faut savoir répondre également aux demandes de tout le monde en fait. Et c'est relativement difficile lorsqu'on est, du moins sur une petite île comme la Réunion, perdu en plein milieu de l'océan Indien. Tu as des outils un peu que tu utilisais qu'on pourrait nous réutiliser? Oui, tout à fait. C'est surtout beaucoup d'outils de communication. Ouais. Donc ceux qu'on connaît relativement bien, tels que WhatsApp par exemple. Ouais. Mais j'en utilise d'autres également, qui sont peut-être un petit peu moins connus, comme Telegram. Donc, qui est aussi donc c'est une messagerie, on va dire,
un peu crypté, crypté de bout à bout. Donc toutes les communications, que ce soit les messages, que ce soit les appels, sont cryptés de bout à bout. Donc ce qui permet également de garder une certaine confidentialité dans les échanges qui sont faits. D'accord. Ensuite, il y a également une plateforme qui s'appelle Zoom. Donc c'est une plateforme vidéo, donc qui permet de faire des conférences vidéo, en fait, un peu, je dirais, comme Skype, mais plus évolué à mon sens. Donc qui permet d'offrir beaucoup plus de fonctionnalités que Skype. Ensuite, il y a des outils de partage d'écran, de partage de fichiers également, comme Global Meeting ou IM Meeting, qui permettent justement d'échanger des fichiers cryptés. Et il y a aussi des messageries cryptées, donc des boîtes email cryptées, comme Pronto Email en fait, qui est une société suisse donc, qui a développé donc, une messagerie là aussi cryptée de point à point en fait, où donc, pour pouvoir lire les messages, donc, il faut une clé que l'on doit fournir. Donc c'est beaucoup d'outils comme ça que l'on doit utiliser, surtout dans ce type de domaine dans lequel je suis, c'est pour sécuriser le plus possible les datas. D'accord, de la communication, mais surtout cryptée, parce que en fait, tu étais sur une technologie qui n'existait pas forcément. Voilà. Du coup, tu as déposé des brevets Voilà, en fait, il y a, je dirais, au bas mot, il doit y avoir une 50aine de brevets en tout et pour tout qui ont été déposés. Donc, que ce soit pour, on va dire, pour l'écran lui-même, pour le lecteur 3D lui-même, pour le design des produits également. Donc en tout et pour tout, il y en a une 50aine de brevets qui ont été déposés. Donc ça prend combien de temps de déposer un brevet ? Tout dépend. Tout dépend de la complexité de la technologie qu'on veut développer. Mais il faut compter, je dirais, en moyenne à peu près 1 an. D'accord. Un an. Voilà. Donc il y a plusieurs équipes qui ont chacune leur spécialité, donc qui travaillent vraiment, comme je dis, sur un projet en particulier. C'est chacune de ces équipes donc, qui vont pouvoir permettre de déposer les brevets nécessaires. D'accord. Donc un beau projet qui est en train d'arriver à maturité au bout de 10 ans quand même. Voilà. C'est un projet, rien n'arrive sans rien. Il faut être patient. Il faut vraiment être patient sur ce type de projet. Donc là, oui, 10 ans, ça paraît long. Mais en fait, c'est 10 ans de passion, c'est 10 ans fantastiques en fait, parce que c'est sa passion, c'est ma passion. D'accord. C'est donc faire de la R&D, découvrir de nouvelles technologies, créer de nouvelles technologies. Donc ça, c'est quelque chose qui est fantastique. Quelque part, c'est de trouver les moyens, je dirais, de rendre un peu le monde qui nous entoure, on va dire, meilleur ou différent. D'accord, ok. Mais du coup, c'était pas ta première. Parce que moi, j'ai lu sur le site Réunionnais du Monde que tu avais déjà gagné un concours start-up, mais donc il y a peut-être plus de 20 ans, et que bon, tu n'avais pas pu recevoir les sous, les sous que tu aurais dû gagner, mais que du coup, tu étais parti chez SFR. Mais c'était quoi l'idée de cette première boîte-là ? Alors en fait, j'ai été, lorsque j'ai fini mes études, très très vite, je suis rentré dans la vie active très très rapidement. Tu avais fait quoi comme études déjà ? Des études d'ingénieur en développement. Ok. Et donc à La Réunion. Donc ma première, je dirais, vocation, c'était vraiment le développement logiciel à proprement parler. D'accord. Mais t'étais pas prédestiné encore à faire des téléphones. Ah non, pas du tout, non, loin de là. Quoique dans la société, la première société dans laquelle j'étais, qui s'appelait à l'époque, c'était il y a plus de 20 ans, Lamina Édition. C'est ça, ouais. On avait des projets plus fous les uns que les autres en fait, et ça avait tout de suite, je dirais, cliqué avec le gérant de l'époque. Ouais. On avait un peu les mêmes ambitions, les mêmes visions, je dirais. Et un des projets sur lesquels on avait travaillé à l'époque, c'était le WAP. Le WAP. Je sais même pas si j'étais assez Alors, assez conscient pour savoir ce que alors, c'était. le WAP, c'était la version monochrome de ce que l'on connaît aujourd'hui sur les smartphones de l'Internet. Donc, qui permettait, à l'époque, quand ça venait de sortir, d'accéder à des informations vraiment de base, d'Internet de base, sur son téléphone monochrome à l'époque. D'accord. Et on avait déjà imaginé... Monochrome, ça voulait dire qu'il y avait en noir et blanc. Ouais, voilà, en noir et blanc, voilà. Et on avait imaginé déjà à cette époque beaucoup d'applicatifs possibles
grâce à cette technologie qui a été révolutionnaire il y a plus de 20 ans. Un petit peu comme Xavier Niel et ses développements sur les Minitel. Voilà, exactement. C'était quelque part la suite logique du Minitel, c'était le WAP. Donc quand cette technologie est arrivée, et donc on a imaginé énormément de choses autour, notamment pouvoir consulter ses comptes bancaires en ligne, par exemple. Ouais. Donc on avait déjà imaginé l'applicatif il y a plus de 20 ans de ça. Et du coup, vous l'aviez proposé à des banques? En fait, c'était au tout début. Donc on commençait à peine à maîtriser la technologie. Et à l'époque, il me semble qu'on était la première PME à vraiment maîtriser cette technologie. Et je me souviens très bien qu'on avait fait justement une conférence avec des acteurs majeurs sur l'île pour présenter la technologie. Et on avait invité SFR. À l'époque, c'était France Télécom, si je ne me trompe pas. Ouais. Itinéris, non? C'est pas ça? Je ne m'en souviens plus. C'est peut-être bien, ça remonte quand même à quelques années. Et ils avaient été bluffés par tout ce qu'on pouvait faire. On avait même développé, si je ne me trompe pas, l'application s'appelait Wapi. D'accord. Wapi. Okay. Et je vais chercher, je verrai s'il y a quelque chose dans les archives. Et donc ça a été un franc succès autour je dirais de ce produit. Puis on a, à partir de là, développé plusieurs autres programmes. Les noms m'échappent, mais il y avait c'était un site de rencontre qu'on avait imaginé également. Sur le WAP. Sur le WAP. Il y a énormément de choses en fait qu'on a imaginé. Ouais. Et puis bon, malheureusement, on n'a pas eu tous les financements donc on était supposé avoir pour continuer à notre développement, mais ça fait partie de la vie d'un entrepreneur également. C'est des échecs qui forment des échecs entre guillemets. Moi, je ne parle jamais d'échecs. En fait, je parle d'opportunités. D'accord. Donc, il y a des opportunités de faire les choses différemment. Et donc, lorsqu'on arrive devant une opportunité, on apprend. Donc, on ressort toujours grandi de toute expérience que l'on vit. Que l'on réussisse ou que l'on n'aboutisse pas, on apprend toujours quelque chose. Donc, ce qui permet de grandir, en fait, et de ne pas forcément répéter les mêmes actions qu'on a faites dans le passé. Et donc, cette startup, tu la montes et puis ensuite tu vas travailler chez SFR. Tu faisais quoi chez SFR? Voilà. Alors, chez SFR, c'était la grande époque de SFR là. Voilà, c'était au tout début. Qui n'est plus la même aujourd'hui. Non, ça a beaucoup changé depuis. Et en fait, chez SFR, j'étais au département informatique et je m'occupais principalement, je dirais, de développer l'intranet d'SFR à l'époque. D'accord. Mais j'étais aussi en charge de tout ce qui était base de données également. Enfin, pas vraiment en charge, mais à répondre aux demandes de toutes les équipes SFR, donc basées à La Réunion, sur la base de données. Donc, faire des recherches sur la base de données client, savoir quel type de communication, etc. Essentiellement pour l'équipe marketing, pour pouvoir justement mettre en place les offres que SFR proposait à l'époque. D'accord. Et là, tu pars à Paris pendant 3 ans. Donc, voilà. Elle vient d'où la décision? En fait, chez SFR, du moins à l'époque, on n'offrait pas, il n'y avait pas de contrat à durée indéterminée. Donc la direction à l'époque voulait avoir donc des contrats à durée déterminée, dépendamment donc de ce qu'on avait à faire, renouvelés à maintes et maintes reprises. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut qu'il y ait quelque chose de concret ou alors je m'en vais. Ouais, tu avais l'impression de ne pas évoluer. Voilà, exactement, de ne pas pouvoir. Voilà, exactement. Et donc, j'ai pris la décision, tout simplement, c'est si ça ne fonctionne pas ici, ça fonctionnera ailleurs. Et donc, c'est là que j'ai décidé très, très rapidement. Ça s'est décidé en une semaine. Le temps que je dise, voilà, je m'en vais. Une semaine après, j'avais le billet d'avion et je partais à Paris. C'est un trait de caractère chez toi de pas changer d'avis, mais de décider vite, prendre le risque. Oui. J'aime prendre des risques. J'aime repousser en fait mes limites et ça me permet de grandir, ça me permet d'apprendre, ça me permet de rencontrer des gens extraordinaires. C'est ce que j'ai fait durant tout mon parcours, je n'ai rencontré que des gens extraordinaires et ça forge aussi le caractère. J'ai toujours eu ce caractère d'aventurier. Donc aller à l'aventure, découvrir de nouvelles choses, expérimenter. Et c'est vrai, j'ai toujours eu cette volonté de faire autrement, de faire les choses différemment. Et donc du coup, c'est
C'est quoi cette aventure parisienne? Je vois que tu fais 3 ans à Paris, tu es analyste chez Édition ED, je sais pas ce que c'est. Tu fais ensuite une maîtrise de gestion de projet système d'information. Voilà. Oh, ça remonte à quelques années tout ça, hein. Ça me rajeunit pas. En fait, lorsque je suis arrivé à Paris, j'ai commencé en tant que chef de projet dans une société qui s'appelle CGED, qui distribuait du matériel informatique sur toute l'Europe. D'accord. Et donc, j'ai commencé donc chez eux à développer différents projets, à régler quelques problématiques. Si je ne me trompe pas, c'était aux périodes de passage à l'euro. Ah oui, d'accord, ça a Donc, été 2001. voilà. Ouais. Alors, il y avait deux choses. Il y avait le passage à l'an 2000 et le passage... Le fameux bug de l'an 2000 qui n'a voilà, jamais eu lieu. exactement. Donc, on était très, très occupés à cette période, notamment pour le passage à l'euro avec les problèmes de conversion. Le projet majeur sur lequel je travaillais, c'était justement corriger toutes les conversions, toutes les erreurs de conversion qui avaient été faites dans toutes les bases de données de la société. Ouais. Donc c'était relativement colossal à mettre en place et on n'avait pas vraiment le droit à l'erreur parce que là, ça se chiffrait relativement rapidement. Ça pouvait planter la boîte, quoi. Voilà, exactement. Donc c'était très intéressant comme projet. Je ne suis pas resté très très longtemps puisque je me suis, on va dire, un petit peu pris la tête, on va dire ça comme ça, avec la direction. Alors, et pourquoi? Tout simplement, une fois que le projet donc avait été terminé, entre guillemets, je n'avais plus rien à faire. Ouais. Donc, on me donnait des projets sans grand intérêt, je dirais, et je dirais intellectuellement, c'était pas du tout motivant. Ouais, t'étais pas stimulé. Non, absolument pas. Et donc, très très rapidement, je pense que j'ai dû rester dans cette société quelques mois, je pense. D'accord. Mais vraiment, ça pas très très longtemps. Et ensuite, je suis parti aux éditions ED qui, elles, étaient spécialisées dans les documents douaniers, les déclarations douanières. Ouais. Voilà, donc un domaine... Précis, un peu chiant, non? Très chiant, très précis, mais très intéressant quand même. Et le projet sur lequel j'ai travaillé, qui s'appelait Vidoc. D'accord. C'était pas le film, pas le personnage. Pas le film, non, pas à cette époque-là. Tu étais quand même fan, c'est pour ça que tu as pris le poste, tu es fan de cinéma, tu t'es dit Vidoc, je vais y aller. Non, en fait, le projet est arrivé, le nom du projet est arrivé après, en fait. D'accord. Donc, mais il me semblait quand même très, très intéressant, puisqu'il voulait, en fait, informatiser les déclarations douanières en France. D'accord. Donc, un projet... Ce qui est le cas aujourd'hui ou... Oui, aujourd'hui, c'est le cas aujourd'hui. À l'époque, donc, toutes les déclarations douanières se faisaient à la main. Donc, le déclarant douanier prenait son formulaire de douane en fonction de la marchandise, puis le remplissait. Donc, tu peux t'imaginer le nombre d'erreurs qui pouvaient arriver, puis le temps que ça pouvait prendre également pour remplir ce type de formulaire. Et donc, le projet était Vidoc, donc une application de déclaration douanière informatisée. Donc, et le projet, c'était pas uniquement pour la France, mais travailler en collaboration également avec d'autres pays européens, dont l'Allemagne également. Donc, il y avait des contacts assez fréquents avec l'Allemagne. Et aussi, au niveau français, c'était aussi l'implantation de cette application dans les entreprises, dans l'import-export. Donc, pour faciliter les déclarations douanières. Donc, ça a été un projet relativement conséquent, en fait. Et comment? Parce que moi, ce qui m'importe aussi, c'est que les gens comprennent. Tu pars à l'aventure, mais bon, tu pars pas comme un fou non plus. À un moment donné, tu sais te financer, tu sais. On va parler après du Canada. Je crois que tu as fait des milliers de boulots différents au Canada. Mm-hmm. Mais comment tu fais pour débarquer à Paris? Parce que moi, à Paris, je suis allé, j'étais dans un 25 mètres carrés à 800 € et j'avais du mal pour me payer mes cornflakes. Donc, comment tu fais pour te financer, pour te débrouiller, pour trouver du job Justement, c'est la débrouillardise. Justement, c'est comme je dis, c'est une certaine ouverture d'esprit. Et comme je suis relativement curieux, et lorsque je m'intéresse à quelque chose, je n'hésite pas à mettre, on va dire, les mains dans le moteur. D'accord. On va dire. J'en parlerai peut-être après pour le Canada, parce que c'est plus flagrant pour le Canada. Et donc, je n'ai pas peur je dirais, malgré le parcours que j'ai en tant qu'ingénieur en développement, de me retrouver à faire un métier qui n'est absolument pas ce à quoi j'étais prédestiné, tout simplement parce que le secteur d'activité m'intéresse.
Donc je n'ai aucune honte à dire, même avec un parcours d'ingénieur, me retrouver à faire, je dirais, je sais pas, caissier. Et là, je ne dénigre pas les professions, bien au contraire. C'est que pour moi, c'est découvrir quelque chose de nouveau, tout simplement. D'accord. Et c'est intéressant, je trouve ça super intéressant, le fait de se dire, ok, sur mon CV, je suis dev dans du software, dans des agences, mais là, je veux changer complètement. En fait, comment tu fais pour convaincre le recruteur? Comment tu as fait pour leur dire, écoutez, j'ai pas forcément d'expérience dans le secteur, par contre, je sais développer, je sais faire des logiciels. En fait, je dirais, c'est l'approche humaine, le premier contact. Donc, je sais pas, vraisemblablement, j'ai cette facilité à entrer en contact avec les gens. Donc, c'est comme ça. Je peux pas le. T'envoies un mail comme ça, t'as trouvé son mail et puis bam. Voilà. Souvent, c'est où j'envoie un mail, où je vais directement sur place. Et ben voilà, ça m'intéresse. J'ai aucune expérience, mais j'ai envie de découvrir. On t'a jamais pris pour un fou? Tout le temps. Tout le temps. Non seulement pour un fou, mais surtout pour un extraterrestre. C'est souvent on me dit que je ne viens pas de la même planète que la plupart des personnes qui m'entourent. Et on se fait à l'idée. À un moment donné, on se dit, en effet, il y a des choses qui sont différentes. On agit différemment, j'agis différemment, je pense différemment, je vois les choses différemment. Et en fait, ce qui fait que c'est très stimulant tant pour moi, mais aussi pour les personnes qui m'entourent, à ce qu'elles me disent en tout cas. D'accord, ok. Du coup, tu fais à peu près 3 ans, c'est ça? Oui. Et là, on ne sait pas quelle opération du Saint-Esprit, tu pars au Canada, au Québec, à Montréal ça? Voilà, exactement. En fait, quand je suis arrivé à Paris... Est-ce que c'est comme moi? Est-ce que Paris a eu ta peau, force de stress, de compétition? Non, pas vraiment. J'adorais Paris. Vraiment, je trouvais fantastique. Mais là encore, besoin de se découvrir encore. J'avais 22, 24 ans à l'époque, je m'en souviens plus. Donc, toujours en train de chercher ma place, en fait. Et je trouve que lorsque je suis arrivé à Paris, je me suis dit, je reste 3 ans à Paris, ensuite je m'en vais. Ah oui, c'était carré. Donc, c'était, j'avais déjà planifié quelque part le départ. Mais il se trouve qu'au cours de la première année, plus le temps passait, plus je me disais, finalement, je vais peut-être rester plus longtemps à Paris, en fait. Parce que je voyais pas j'avais pas dans l'optique encore de m'exiler ou de m'expatrier, en fait, dans un autre pays. Et donc, plus les mois passaient, plus je commençais à me faire l'idée, bon, je vais rester en France, je vais développer, faire les choses en France. Et il se trouve qu'à l'époque, il y a eu une campagne de promotion du Québec par l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse. D'accord. Donc, qui faisait la promotion du Québec, qui cherchait donc à faire venir des Français. Et là, ils t'ont séduit, quoi. Et je me suis dit, je vais aller voir. 30 degrés, c'est fait pour moi. Voilà, je me suis dit, après tout, pourquoi pas, ça conserve. Non, il faut voir les choses du bon côté. Et donc, du coup, j'ai assisté à une de leurs présentations. Et je me suis dit, pourquoi pas? On va tenter l'aventure. En plus, dans le profil que j'ai, donc dans l'informatique, donc très recherché au Québec. Donc, tous les indicateurs étaient au vert pour y aller. Mais c'est vrai que le Québec, c'est un des rares pays qui cherche à faire venir du monde. Qualifié, bien sûr, mais qui cherche à faire venir du monde. À l'époque, c'était encore plus facile qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la politique a un petit peu changé. Ça reste relativement simple, mais c'est beaucoup plus contingenté, je dirais, maintenant qu'à l'époque. D'accord. Et donc voilà, quand j'ai pris la décision d'y aller, donc je me suis dit, on y va. Et là encore, donc le temps de faire toutes les démarches, d'avoir les visas, etc. Mais une fois que j'ai eu le visa, ça s'est décidé en 10 jours. Ah oui. Donc, une fois que le visa est reçu, donc j'ai dit, ça y est. Pourquoi gâcher ce visa? Voilà, autant en profiter, il est là, donc autant y aller maintenant. Et lorsque j'ai annoncé à mon entourage, ça y est, je m'en vais au Canada, alors c'était la panique. Donc là, toi, ta famille, elle était à La Réunion. Elle était à La Réunion à l'époque, et donc c'était la panique. Mais tu n'es jamais allé au Canada, parce que c'est vrai que je suis jamais allé au Canada en vacances ou quoi que ce soit, que je ne connaissais absolument personne. Difficile en même temps quand on est à La Réunion de se dire, tiens, je vais aller au Canada. Voilà, exactement.
Et donc là, c'était la panique en disant qu'est-ce que tu vas faire, où tu veux habiter, t'as jamais été, il fait froid, etc. Enfin, tout ce qu'on peut dire. Pour pas manger de litchi. Voilà, exactement. Et donc, du coup, je dis oui, mais ça fait partie de l'aventure. Justement, si j'y vais, c'est parce que j'ai ce besoin donc de découvrir en fait. Ouais. Et puis, voilà, j'ai atterri à Montréal en mars 2003. D'accord. Ouais, en mars 2003. Oh, j'étais en première. En mars 2003, et là, c'était waouh, un choc climatique avant déjà. tout, Ouais. parce que je suis arrivé donc au mois de mars, donc c'est fin de l'hiver, début du printemps, mais plutôt fin de l'hiver. Donc, ce qui était très drôle, en fait, et je raconte encore cette petite anecdote autour de moi, c'est que lorsqu'on est dans l'avion à 10 000 pieds, il fait moins 30. Et lorsqu'on atterrit et qu'on nous dit il fait moins 30, on se dit il y a un problème quelque part. C'est pas possible. Il ne peut pas faire moins 30 à 10 000 pieds et moins 30 à 0. Ouais, en fait, si. Eh bien oui, et il peut même le faire. Et ça a été un choc relativement violent, je dirais. Ouais. Mais après, au fil des années, je ne peux pas dire qu'on s'habitue. On ne s'habitue jamais au froid. Mais donc on prend les bonnes dispositions pour vivre au mieux, on va dire, le froid. D'accord. Et du coup, comment t'as fait pour financer ton premier anorak? Ça a été très vite fait. Hein. C'est dès que je suis atterri, en fait, je suis allé directement en acheter un. Donc, je n'avais pas le choix. Non, je veux dire, voilà. Mais après, comment t'as fait pour trouver des boulots, etc. En fait, si tu veux... T'as fait 10 000 boulots quand t'es arrivé là-bas. Voilà, tout à fait. Si tu veux, je dirais l'image qu'on nous donnait du Québec, de l'immigration au Québec, on nous a donné que le beau côté de la médaille, en fait. Ouais. En arrivant sur place, c'est tout autre chose. C'est-à-dire pour trouver un emploi dans son domaine d'activité, c'est difficile parce c'est pas, je dirais, typique au Canada ou au Québec, c'est quasiment partout pareil. C'est qu'il faut avoir cette première expérience dans le pays. Ah oui. Et donc sans avoir cette première expérience, c'est difficile. Donc là, après, on rentre dans ce cercle vicieux, dire oui, si j'ai pas d'expérience parce qu'on m'a pas donné la chance d'en avoir une, donc du coup, si personne me donne la chance, je n'aurai jamais cette expérience. Et donc on se retrouve dans ce schéma assez complexe en fait. Et donc là, deux choix s'offrent généralement aux gens. C'est où je retourne où je viens, où je change, voilà, où je change, où je fais autre chose. Ouais. Et donc pour ma part, je me dis non, je rentrerai pas, je suis là, j'y reste. Donc j'ai décidé de faire autre chose, pour commencer, tout du moins. Et là, c'est là que en fait, le secteur du fast-food donc me titillait en fait, m'intéressait, savoir comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Donc je dis le meilleur moyen de le savoir, c'est de travailler dans un fast-food. Et donc, j'ai la première expérience que j'ai eue sur le sol, on va dire, canadien, c'était dans un fast-food, en fait. C'était une grande chaîne, McDo, Wilby Alors, c'est une chaîne qui n'existe qu'au Canada, qui s'appelle Tim Hortons, qui est un ancien joueur de hockey qui s'est reconverti justement dans les fast-food. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai commencé avec cette expérience-là qui n'a pas duré très 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 longtemps, je dois l'avouer. Ouais. Ton objectif, bien sûr, du coup, l'objectif, c'est de pouvoir subvenir à tes besoins. Oui. Et l'objectif de fond, parce que tu es quand même resté 16 ans au Canada. Hein. Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'à la base, quand tu étais en train de servir des burgers &co, tu te disais pas j'ai envie de faire ça toute ma vie. Non, absolument pas. Tu avais quoi comme objectif en fond En fait, c'était, je me cherchais encore, je dirais, ce que je voulais faire. Certes, donc j'étais, comme je l'ai dit, j'étais dans le développement de logiciels, mais en tant que chef de projet, lorsque j'étais chef de projet à Paris, je dirais que j'ai pas fait le tour de la profession, mais j'ai vu vers quoi j'allais. Quel était l'avenir que j'allais avoir si je restais dans cette branche-là. Et donc c'était quelque part une carrière un peu tracée, donc chef de projet, et puis on monte les échelons, etc. Et quelque part, je me dis, je ne suis pas certain que ce soit fait pour moi. Ouais. Donc toucher à d'autres choses. Et donc la restauration rapide, comme j'ai dit, donc c'est un secteur qui me titillait, donc je voulais savoir comment ça fonctionnait. Donc je me suis dit, je le savais pertinemment que je ne resterais pas dedans. Ouais. C'était simplement pour découvrir, voir un peu la face cachée. D'accord. Et donc très vite, j'ai vu ce que c'était, donc j'ai compris comment ça fonctionnait. Yes.
Donc à partir de là, j'ai dit très bien, je sais comment ça fonctionne. Donc à partir d'aujourd'hui, je n'irai plus dans les fast-foods. C'est ce qui m'a permis voilà, d'apprendre ce côté-là. Et aussi, une fois que j'ai vu ça, là, je me suis dit, bon, maintenant, on va prendre quand même les choses un petit peu plus au sérieux. Ouais. Il faut quand même avancer. Et là, j'ai eu donc, l'opportunité de retourner un petit peu dans le domaine de la technologie, de l'informatique, où j'ai commencé en tant que, on va dire, conseiller en technologie pour une chaîne canadienne, donc qui avait à l'époque 400 succursales dans l'ensemble du pays. Une chaîne de magasins. De magasins, D'accord. une chaîne de magasins. Et donc, mon rôle était de conseiller en fait tant les clients particuliers que professionnels. Mais très très vite, je suis monté très rapidement en fait d'échelon. Parce que l'avantage d'être en Amérique... Tu veux dire que tu as commencé comme conseiller client. Voilà, exactement. Et en l'espace de 2-3 mois, je suis passé directeur de succursale. D'accord, ah ouais. Donc, le gros avantage qu'il y a en Amérique du Nord, c'est qu'on donne l'opportunité aux gens de faire leurs preuves et de monter les échelons très rapidement. Tu trouves qu'il n'y a pas ça à La Réunion ? Non. Je dirais même d'une façon plus générale en France, ou même le système européen dans sa globalité. C'est-à-dire qu'un diplôme, en France, c'est quasiment le Saint Graal. Avoir le diplôme, donc on a le diplôme d'une grande école, ça nous assure quasiment une carrière qui est déjà tracée. En Amérique du Nord, c'est différent. Le diplôme est plus ou moins important. Il en faut dans certains domaines, bien entendu, mais ce n'est pas ce qu'un employeur va regarder en premier. Il va regarder d'abord la personnalité, la personne qu'elle a en face de soi. D'accord. Et de dire, voilà, je vais te donner une chance. C'est vrai que c'est difficile en France, en tout cas, où vraiment la première chose qu'il faut mettre en avant, c'est les études et l'expérience par un CV. Donc on n'a pas forcément l'occasion de montrer son savoir-être. Voilà, et en Amérique du Nord, c'est totalement l'inverse. C'est montre-moi ce que tu sais faire, et si tu fais tes preuves, tu vas monter. D'accord. Et donc, tout le monde a l'opportunité, en fait, de tester de nouveaux métiers, de chercher sa voie, en fait. Ouais. Et ce qui n'est pas totalement vrai, en fait, en France et en Europe, d'une façon plus générale. Et donc, cette expérience-là, qui a duré quand même quelques années, donc m'a permis de rencontrer énormément de monde dans différents domaines. Ouais. Et le gros avantage d'être à Montréal, c'est que c'est vraiment une plateforme technologique. Ouais. Tous les grands sont à Montréal, dans tous les domaines. Donc on a aussi bien du Microsoft que du Google, que du Apple, que du Ubisoft. D'accord. Donc ce qui permet d'avoir des directeurs de succursales, de côtoyer donc, ces professionnels-là donc, qui sont venus pour chercher... et en même temps, ils vendent dans tes magasins. Exactement. Et donc, de discuter avec eux. Et c'est là, petit à petit, que, on va dire, l'idée germe, en fait. De dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire de très intéressant au niveau du cinéma, au niveau des jeux, etc. Parce que c'est un environnement qui est très propice à ça. Donc, c'est très stimulant, en fait. Et c'est petit à petit, c'est comme ça que l'idée s'est dit, tiens, je vais peut-être... tiens, on va aller au cinéma, tiens, on a vu Avatar, tiens, mais c'est pénible, etc. Et donc, petit à petit, l'idée est venue comme ça. Et l'autre avantage qu'il y a eu pour moi à travailler pour cette chaîne, c'est les contacts qui ont pu être liés justement avec les fournisseurs à l'étranger, notamment en Chine. Ah, donc là, tu as commencé donc, les contacts ont commencé à s'établir de cette façon, en fait. Tu as commencé à comprendre comment ça marchait. Voilà, exactement. Et puis, c'est toujours chercher, on peut toujours améliorer quelque chose. On peut toujours faire les choses différemment, que ce soit un produit ou un service. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bâtir un petit réseau de professionnels autour de moi. Et puis, après est arrivé, donc après cette expérience, donc là, je commençais petit à petit à mettre ça en place. Mais j'ai participé à la mise en place d'une société de téléphonie mobile qui s'appelle toujours d'ailleurs Public Mobile.
Et donc, alors la question c'est, parce que moi j'aimerais bien créer une société de... J'aimerais bien créer Free 2.0. Mais alors comment on fait? c'est assez complexe. C'est assez complexe, mais ce qui m'a plu dans cette aventure, c'est également qu'on était les outsiders. D'accord. Donc, Il fallait grignoter le marché là. voilà, exactement. Et on est arrivé, en fait, bon, il y avait les trois grands, un peu comme, je dirais comme en France, où il y a les trois. Bouygues et voilà. Donc là-bas, il y a, Orange. voilà, il y a, bah, c'est, Vous étiez un peu le Free canadien, quoi. Oui, on peut dire ça. Et en fait, quand on est arrivé, qu'on a monté le projet, etc., personne ne croyait au projet. On avait acheté la licence. Alors nous, on avait acheté notre licence à 50 millions de dollars, alors que la compétition, c'était 10 fois plus. C'était dans les 500, 600 et 700 millions. Et comment vous avez fait pour avoir un si bon deal? En fait, on a acheté des fréquences que personne ne voulait. D'accord. Tout simplement. Parce qu'ils disaient qu'on ne serait pas capable de faire ce que l'on veut faire. D'accord. Et on s'est dit, donc avec toutes les équipes qui étaient en place, on dit, on va vous montrer qu'on va réussir à faire ce qu'on vous dit. Et donc, du coup, de 2008 à 2010, c'était la mise en place donc, de la structure en elle-même. Donc, la mise en place des différents forfaits téléphoniques. Quand je dis les différents, en fait, il n'y en avait qu'un qu'on allait proposer au lancement. C'est marrant, il y a quand même un parallèle à faire avec Free, parce qu'ils ont racheté Telco. Enfin, ils ont pris des parts dans Telco avec le groupe Irigi, de Telma à La Réunion. Et ils ont mis 2 ans là pour reprendre, remettre des antennes et se lancer. Et c'est marrant, c'est assez... les histoires sont un peu similaires, je dirais. Parce que nous, notre idée, c'était de casser le marché canadien. Parce qu'il faut savoir que le Canada est l'un des pays les plus chers au monde en termes de téléphonie mobile. Au Canada qui m'ont dit, c'est hallucinant. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, on est en Amérique du Nord, donc technologies qui viennent souvent des États-Unis, donc très développées. C'est pas totalement vrai, en fait. Et donc, du coup, on est arrivé donc, avec un projet d'offrir, on était les premiers à proposer, d'offrir de l'illimité sans contrat. C'est-à-dire d'avoir... Sans engagement, Voilà, sans engagement. C'est-à-dire d'avoir l'Internet illimité sur son smartphone, d'avoir les appels illimités également. Et le tout, on proposait de mémoire, le premier forfait qu'on avait était, je crois, à 40 ou 45 $. Donc, on va dire à peu près 30, 35 € à l'époque, je pense. Et on était les premiers à l'offrir. Personne ne s'attendait à ce que ça allait fonctionner. Et on a fait, je dirais, un carton plein. Vous avez mangé la concurrence. On a mangé la concurrence. On a pu récupérer beaucoup de parts de marché. Et on a également réussi à faire diminuer les prix au pays de 20%. Ah ouais, donc ça a bénéficié à tout le monde. Tout le monde en a bénéficié. L'optique était de dire, on paie trop cher. On ne veut pas s'engager sur 2 ans ou 3 ans parce qu'on est libre, on veut être libre de faire ce que l'on veut. Et du coup, nous, on est arrivé avec cette offre-là en disant on est illimité et il n'y a aucun engagement. Les personnes peuvent partir quand elles le veulent. Et c'était en quelle année, tu dis? Alors, la société elle-même, donc Public Mobile, a été créée en 2008 et on a lancé donc, le réseau en 2010. D'accord, c'est marrant. C'est à peu près en même temps que Free est sorti en France, quoi. À peu près. Oui. Bon, c'est fou. Une grande coïncidence. Une grande coïncidence. Et donc, du coup, ça a été une aventure vraiment fantastique de pouvoir participer donc, au lancement d'une société de téléphonie. Et c'est là, bien entendu, que les choses se sont encore, je dirais, accélérées pour mon projet de téléphonie 3D en fait. Donc là, c'est d'autres liens qui se sont mis en place avec des partenaires en Chine. Donc il y a eu des voyages également que j'ai fait à titre personnel pour mes projets en Chine. Et c'est là où j'ai rencontré justement mon partenaire en Chine, donc, avec qui on travaille à fabriquer du matériel, à fabriquer des smartphones, à fabriquer des tablettes. Là, vous avez une usine du coup? On a une usine, on a une usine donc, en Chine donc, qui se spécialise dans la téléphonie et dans les smartphones et tablettes. Et donc là, le smartphone s'appelle comment? Il s'appelle IO, c'est ça? Alors,
Il s'appelait IO. En fait, il y a une tentative que j'ai essayé de mettre en place à La Réunion pour lancer le produit parce que, fierté locale oblige. Donc, je suis revenu donc, à La Réunion en 2015, en juillet 2015, donc avec des tas de projets, dont celui-là. Et de se dire, voilà, je veux le lancer. Donc, l'idée aurait été de le lancer, en fait, sous forme de marketing de réseau. D'accord. Voilà, donc l'idée était vraiment de... C'est ça, c'est le MLM, c'est le ça MLM, voilà, c'est le quoi, multi-level marketing. D'accord. Donc le marketing de réseau. J'avais noté la question parce que je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais donner un exemple très concret que tout le monde connaît. Je suis sûr que tu connais Tupperware. Ouais. Bon, et ben voilà. Tupperware, c'est un MLM. D'accord. Donc, notre époque, ça c'est plutôt l'époque de ma maman qui s'est acheté ces boîtes là. Nous c'est un peu les produits là, les crèmes machin. Voilà, exactement, les produits cosmétiques. J'ai l'impression qu'à La Réunion il y a beaucoup de gens qui représentent au fur et à mesure. Tout à fait. Je pense à une autre société que je pense que les gens connaissent, qui s'appelle Frédéricem. Ah, je connais pas. Voilà, qui est spécialisée dans le cosmétique également. Donc il y a plusieurs sociétés de MLM qui existent. Il y en a quasiment tous les jours, il y en a une qui se crée en fait. D'accord. Et l'idée, là encore, c'est d'innover. C'est-à-dire proposer... Dans la distribution. Voilà, proposer du high-tech sous forme de marketing de réseau. D'accord. Donc, et quand je dis du high-tech, c'est pas simplement dire je prends un produit divers qui n'est pas sur le marché, puis je le mets sur le marché sous forme de MLM. Là, c'était vraiment d'innover aussi sur comment distribuer une nouvelle technologie donc que la compétition n'a pas sur un nouveau moyen de distribution. C'était un peu une manière insigneuse d'attaquer le marché. Exactement, exactement. Pour aussi, c'est quelque part le marketing de réseau, la grande force qu'il y a dans le marketing de réseau, c'est que ce sont des individus. Donc on s'affranchit de toutes les barrières qu'on pourrait avoir avec des distributeurs traditionnels. D'accord, ouais. Donc c'est comme la vente en ligne, mais encore plus... Voilà, c'est de la vente directe, tout simplement. C'est ça, c'est de la vente directe. Voilà, c'est de la vente directe. Et donc ça permettrait en fait de s'affranchir de beaucoup d'obstacles. Donc la tentative a été faite en 2016, mais malheureusement ça n'a pas abouti. Ouais. Et là aussi ça fait partie, je dirais, de la vie d'un entrepreneur. Et du coup, qu'est-ce qui a pas marché? Donc c'est en fait je me suis mal entouré. D'accord. En fait, donc ça c'est quelque chose qui arrive. Rétrospectivement, je vais y arriver. Rétrospectivement, tu as identifié des points noirs dans tes associations. Voilà, tout à fait. C'est comme je dis, ça fait partie de l'entrepreneuriat également. Oui, les échecs sont normaux. Voilà, donc le plus tôt on s'en aperçoit, le mieux c'est. Parce qu'après, ça peut coûter relativement cher, à tous les points de vue. Et donc voilà, donc je me suis donc mal entouré en fait dès le départ, ce qui fait que ce produit, cette société aurait dû connaître un succès extraordinaire, puisque quand au tout début, donc quand ça a été lancé, il y a eu un engouement fantastique autour de la société, notamment. C'est un produit high-tech que la compétition n'a pas. Ouais. Donc, c'est une vraie innovation. Et le fait de proposer en vente directe, là, c'est totalement autre chose également. Donc, on a connu un début extrêmement intéressant. Puis, il y a eu quelques couacs, comme dans tout démarrage de société. Et comme je l'ai dit, je m'étais mal entouré. Donc, lorsque je me suis aperçu, en effet, que les personnes qui étaient autour de moi, on n'avait pas du tout en fait la même vision sur la société. Donc j'ai décidé à ce moment-là, c'était une décision qui allait avoir, sans que je le sache, des conséquences assez grandes sur la suite des événements. D'accord. Et donc j'ai préféré de prendre cette décision radicale lorsque j'étais en Chine à ce moment-là pour voir au niveau de la fabrication des produits. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de me séparer de mes partenaires ici à La Réunion. D'accord. À La Réunion et en métropole. Ce qui a fait en fait que la société de MLM, à proprement parler, a dû s'arrêter très très rapidement, quelques mois par la suite. Donc j'ai quand même voulu tenter de continuer l'aventure, parce qu'il y avait quand même 300 à 400 personnes impliquées. Dans le projet de distributeur, donc qui avait déjà acheté des produits, qui voulait également avec les prochaines versions de produits, donc qui étaient très intéressés à l'avoir. Pour continuer à les vendre. Voilà, donc je me suis dit,
il faut que je continue. Je vais quand même essayer de continuer. Ça va, mais finalement, bon, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai dû. Et comment alors là, on n'est pas là pour mettre le blâme sur quoi que ce soit, mais du coup, comment tu as géré les gens qui étaient mécontents, qui avaient acheté peut-être le téléphone et Bah écoute, ça a été assez. Voilà. qui avaient des promesses d'achat. Voilà, ça a été assez compliqué, je dois dire. Ceux qui avaient déjà acheté la première version, donc ils avaient le produit en main, donc il n'y avait pas de problématique à proprement parler. Voilà, donc ils avaient leur produit. C'était aussi, quelque part, cette structure MLM, pourquoi je voulais l'avoir en termes de produits physiques, parce que bon, le MLM a très mauvaise réputation en soi. Il y a eu beaucoup d'arnaques dans le passé, il y en a encore aujourd'hui qui se font. Il y a un côté Ponzi scheme, voilà, un peu bizarre. Voilà, exactement. Mais beaucoup de MLM aujourd'hui, ce sont des produits virtuels, en fait. Donc, on investit, mais on ne sait pas trop sur quoi. Tandis que là, moi, mon idée, c'était un produit physique. Donc, s'il arrivait quelque chose, la personne n'a rien perdu. Elle a son produit. Ouais. Donc, s'il arrive quelque chose, elle a son produit. Donc, c'était aussi dans cette optique-là d'essayer un petit peu de changer la mentalité des gens, de dire le MLM, il n'y a pas que des arnaques. Il y a aussi des sociétés qui ont des produits, qui ont de bonnes intentions, en fait. Et donc cette partie-là, je dirais, a été relativement simple, je dirais, à gérer. Là où ça a été un peu plus complexe, c'était au niveau des personnes qui ont décidé de mettre des fonds dans la société, de dire voilà, on devient partenaire dans la société. Fait une levée de fonds ? Voilà, j'avais fait une levée de fonds ici à La Réunion, donc il y avait une dizaine de personnes qui ont mis des fonds dans la structure. Tu as réussi à lever à peu près combien sur cette affaire, c'était 120 000 euros. C'est plutôt pas mal. C'était quand même très très bien. 120 000 euros donc, qui ont été levés avec une dizaine de personnes. Et ça d'ailleurs, quand tu auras fini, j'aimerais qu'on puisse dire aux gens comment on fait pour aller convaincre des oui, bien sûr. Parce que c'est intéressant. Tout à fait. C'est une partie de tout entrepreneur qui, à un moment donné, dans un projet, est nécessaire pour le développement, la continuité du projet. Et donc, avec ces personnes, ça a été assez délicat, en fait, à gérer. Et je dirais que là aussi, ce n'était pas forcément des investisseurs. C'est donc des personnes qui avaient donc envie d'investir et avoir un retour sur investissement. Mais lorsqu'on investit dans une société, il faut aussi qu'on y mette de sa personne, pas uniquement ses moyens financiers. Et malheureusement, beaucoup de ces personnes n'y ont pas mis de leur personne. D'accord. Donc, ce qui fait qu'au final, je me suis retrouvé quasiment seul à naviguer. D'accord. Et donc, naviguer un bateau, on va dire, de cette ampleur, c'est assez compliqué, en fait. Et donc, au final, j'ai dû mettre un terme définitif donc, à cette aventure en février 2017, en fait. Donc, j'ai quand même continué parce que je me suis dit, il y a quand même des choses à faire. Il faut que je trouve des alternatives donc, pour que les investisseurs ne soient pas, floués, qu'ils ne perdent pas tout ce qu'ils ont investi. Et donc, j'ai mis en place des solutions pour justement arriver à ce qu'ils récupèrent une partie de leur mise. Malheureusement, ces solutions n'ont pas été retenues par les investisseurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, la structure est totalement arrêtée depuis février 2017. Ok, bon. C'est des choses qui arrivent. Ah, tout à fait, mais j'en sors, je dirais, grandi, comme toujours, parce que j'ai appris, là encore, c'est un éternel apprentissage d'entrepreneuriat. Donc, on ne fait qu'apprendre tous les jours. Et donc là, j'ai appris énormément de choses également, notamment de bien faire attention, de bien s'entourer, de trouver les bonnes personnes qui partagent la même vision et ne pas se laisser, je dirais, avoir par une façade, un visage. La personne semble bien, mais il faut creuser. Ça, c'était un de tes associés, tu veux dire Voilà. En fait, ils étaient 2 à la base. Et donc, c'était de gratter un petit peu plus. Chose que je n'ai pas faite au départ. Parce que il y avait l'engouement qui était là. Et puis, tout le monde partageait cet engouement-là. Donc, on s'est dit, on y va. Mais c'est par la suite, en effet, en creusant un petit peu, que là, on s'aperçoit ça, finalement. Ils étaient là pourquoi exactement tes associés, alors, en fait s'occuper principalement du back-office, donc de tout, donc gérer donc l'ensemble des, des affiliés, également de la plateforme d'achat, la plateforme de paiement, etc. Donc s'occuper de ça. D'accord. Donc me disaient donc qu'ils avaient l'expérience pour le faire, mais malheureusement, au final, c'est très vite aperçu.
qui n'avaient pas l'expérience. On avait fait, je m'en souviens, on avait fait j'avais prévu le lancement officiel le 1er juillet 2016. Et donc la plateforme n'était pas prête, alors donc il m'avait dit qu'elle serait prête pour le 1er. Et donc on avait fait un petit événement qui avait quand même rassemblé 160 personnes. Ah oui. Quand même. Donc essentiellement des affiliés, puis des nouvelles personnes qui étaient là pour... Donc l'affilié, c'est celui qui revend son cercle exactement. de personnes. Voilà, exactement. Et donc il y en avait donc, qui étaient présents, et puis il y avait des nouveaux qui voulaient donc intégrer, qui étaient là. Donc ça a été un succès incroyable. Sauf que c'était pas prêt. Voilà, exactement. Mais on a quand même connu de très très belles périodes, bien que l'aventure n'ait pas continué. Les premiers prototypes, par exemple, de smartphones qui sont arrivés sur ligne, donc j'avais fait faire 100 prototypes de smartphones. Les 100 prototypes se sont vendus en 2 jours. Tellement l'engouement était... tellement l'idée de la 3D sans lunettes était incroyable. Était vendeuse, quoi. Voilà, les gens n'en croyaient pas leurs yeux, et en 2 jours ça s'est vendu, et pour pour se démarquer, j'aime bien faire les choses différemment, comme tu peux le constater. J'avais fait une remise des smartphones sur la plage. Donc, sur quelle plage? C'était à la Saline. D'accord. C'était à la Saline. Okay. Là encore, pour un petit peu montrer qu'on est, on est sur une île, donc autant faire les choses, mettre en avant les aspects de l'île, puis aussi un petit peu pour faire envier des distributeurs qui se trouvaient donc en métropole, donc sur le continent, pour leur dire voilà, si vous étiez ici, voilà ce que vous auriez vécu. Ouais. Donc ça a quand même été une très très belle aventure, bien qu'elle ne se soit pas terminée comme j'aurais aimé, ou continuer, du moins comme au comme final, la distribution ne s'est pas terminée comme tu le voulais, mais au final, voilà. Les devices sont là, la 3D, les brevets sont là. Voilà, tout est en place aujourd'hui. Donc le projet est arrivé donc à maturité. Ouais. Donc là, je retourne à Montréal, donc au Canada, dans les prochains jours, le 11 septembre. Tu te réinstalles à Montréal? Oui. D'accord. Donc le 11 septembre précisément, donc vraiment dans quelques jours. Donc tu feras attention quand même dans l'avion. Oui. C'est pas une super date. Non, je sais. C'est moins cher, mais... j'ai pas voulu choisir vraiment cette date, mais bon, c'est par la suite que je me suis dit tiens, le 11 septembre. C'est passé de toute façon. Voilà, puis voilà, exactement. Et donc l'idée c'est de partir sur Montréal, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est un environnement très propice pour le développement des nouvelles technologies. Tout le monde est sur place. Et donc c'est d'aller sur place pour lancer réellement la 3D en fait en Amérique du Nord pour commencer, mais pas uniquement. Et il y a des contacts qui ont été pris avec des distributeurs en Europe, en Amérique du Nord, en Inde, en Australie également, en Afrique aussi. Donc des distributeurs donc, qui seraient intéressés donc, à distribuer le produit donc, au niveau mondial. Donc là, je ne fais plus le focus sur une région en particulier. Je veux faire un lancement global du produit. Donc c'est énormément de travail à faire. C'est énormément de contacts également à prendre. Mais c'est une aventure qui est fantastique, puisqu'on sent... Je disais encore ce matin avec un de mes collaborateurs que je sens que dans l'air, il y a cette atmosphère. Le succès. Voilà, il y a quelque chose là qui est tout proche d'arriver. Et c'est ça aujourd'hui que je ressens. Je dois rencontrer beaucoup de personnes en Amérique du Nord, donc Canada, mais aussi aux États-Unis, donc qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de voir le produit, ils veulent voir à proprement parler. Et t'as des vidéos là-dessus Oui. Je pourrais en partager peut-être pour que les gens voient la device. Ah oui, tout à fait. En fait, la grosse particularité de ce produit, et c'est le défi un petit peu que j'ai lancé à l'agence de marketing, donc qui s'occupe de mettre en place tout le marketing sur le produit. C'est une agence locale? C'est une agence, non, elle n'est pas locale, elle est au Canada. Donc c'est une agence avec qui on a travaillé justement pour lancer la compagnie de télécom. D'accord. Donc c'est elle qui c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Voilà, exactement. Donc l'idée est de retravailler avec eux me plaît énormément. D'accord. Mais le gros défi que je leur ai lancé, c'est que c'est un produit dont on ne peut pas faire de publicité à la télé, dont on ne peut pas faire de publicité dans le journal, dont on ne peut pas faire de publicité à la radio.
parce qu'il faut le voir. Donc, D'accord. débrouillez-vous Oui, pour me mettre en place une campagne marketing qui fonctionne. Gros challenge. Ah oui, gros challenge. Gros challenge, parce que si on fait une campagne marketing traditionnelle à la télé, ça ressemble à un smartphone traditionnel. Ouais, et on verra pas la 3D, il faut Exactement. avoir les yeux nus devant. Voilà, exactement. Et donc, c'est un très, très gros challenge donc, qu'ils ont à relever. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir là, ce qu'ils sont en train de J'espère que tu me tiens au concocter. courant. Oh, bah oui, ça, j'y manquerai pas. Ok. Une petite question un peu marrante. Qu'est-ce que tu dirais au Bertrand qui avait 16 ans? Déjà, qu'est-ce qu'il faisait et qu'est-ce que tu lui dirais? Oula, oula. Ce qu'il faisait, bah, pas grand-chose à 16 ans. C'est vrai? Pas grand-chose. Il habitait où? Au tampon. D'accord. Au tampon. Donc j'ai fait la plupart de mes études sur le tampon, au lycée Roland-Garros. Ouais. Et donc, en fait, à 16 ans, si je me souviens, je pense que l'Internet venait tout juste d'arriver. Je pense à La Réunion. Ouais. Tout juste. Il y avait que très très peu d'endroits où on pouvait se connecter à Internet. Oui, là, la mémoire me revient. Prends ton temps. Oui, et en fait, il y avait une librairie pas très loin du lycée, justement, D'accord. qui avait un accès à Internet. Et c'était la seule, de mémoire, c'était la seule dans tout le quartier, même sur le tampon, il me semble. Et lorsque j'ai appris ça, la première idée qui m'est venue, c'est il faut que j'aille voir, il faut que je sache ce que c'est. Qu'est-ce que Parce c'est que c'est quoi Internet, comment ça fonctionne. Et en arrivant, la première séance que j'ai prise, c'était 1 heure. À l'époque, je me sens que c'était encore en francs, je ne sais plus à combien c'était. Et même la personne qui était là ne savait pas trop comment ça fonctionnait. Un explorateur Internet, on ne savait pas trop comment faire des recherches. Et donc, ça a été toute une découverte également. Et waouh! C'est un peu l'époque où il y avait 10 000 sites sur Internet. Voilà, à peu près. Et là, c'était waouh! C'est incroyable, je peux faire des recherches, Et c'est là que l'esprit, mon esprit d'aventurier, curieux, on va dire, a commencé à se développer, à m'intéresser davantage. Et puis, après, c'est convaincre les parents, dire, voilà, je veux un ordinateur. Donc ça, c'était pas évident non plus à l'époque, d'avoir un ordinateur. C'était relativement cher à l'époque. Donc c'est convaincre les parents d'avoir un ordinateur, mais pourquoi faire? Ça fonctionne comment? Qu'est-ce qu'on fait avec? Donc là aussi, c'est tout un apprentissage qui s'est fait. Et je dirais au Bertrand de 16 ans, je pense qu'aujourd'hui, je dirais, ne lâche pas, continue à rêver, parce que tes rêves, tu vas te donner les moyens de les réaliser. Et donc, ça, je pense que c'est un message qui est important à véhiculer auprès de tout le monde, que ce soit des entrepreneurs ou que ce soit des jeunes, c'est de ne laisser personne dire que tu n'es pas capable tu n'y arriveras pas. Ouais. C'est vraiment de se dire, j'ai un projet, je vais me donner les moyens de réaliser mon projet. Même si, au final, il n'aboutira pas ton projet, mais tu auras essayé. Ouais. Tu auras fait tout ce qu'il faut pour y arriver, tu auras appris de toute façon, même si ton projet ne se réalise pas, tu auras appris. Tu vas ressortir grandi, cette expérience. Donc, ne jamais laisser personne te dire non, tu ne peux pas, et de te donner les moyens d'y arriver. Ah, mais ça c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Comment tu fais avec les personnes qui, de but en blanc, même s'ils te le disent pas, tu vois en eux qui croient pas à ton projet? Ça arrive, je dirais malheureusement beaucoup trop souvent. Je veux dire, même quand c'est des proches, très proches de toi. Oui, très souvent, on me l'a souvent dit même. Tu n'y arriveras pas. C'est trop ambitieux. Et l'une des raisons, en fait, aussi pour laquelle j'ai quitté La Réunion il y a plus de 20 ans, enfin il y a 20 ans maintenant, c'est aussi un peu à cause de ça. À l'époque, on était un petit groupe de jeunes avec des projets, c'est vrai, plus fous les uns que les autres. Il y a des gens que tu voudrais citer dans ce podcast? Non, je ne penserai pas. Ça fait longtemps et puis on a des voix totalement différentes aujourd'hui. Mais on avait tous des projets autour de la technologie, du high-tech. Et on s'était dit à l'époque, on va regrouper nos compétences au sein d'un consortium. On est tous spécialisés dans un domaine en particulier. Et on s'est dit, on va mettre tout ça en adéquation, puis on va monter un projet splendide.
Mais on s'est dit, tout seul, on ne pourra pas. Il nous faut des supports derrière. Et donc là, on s'est mis à chercher des supports politiques, etc. Et on a trouvé un politicien dont je ne me souviens absolument plus du nom. Quel dommage. Quel dommage. qui lui était tout à fait d'accord. Il m'a dit, c'est très bien, vos projets sont fantastiques, moi je vous soutiens, mais je ne veux que mon nom apparaisse nulle part. C'est là qu'on s'est dit, mais quel intérêt? Nous, on a besoin justement de support. On a besoin de quelqu'un qui va dire, ben oui, voilà, c'est des jeunes, on est derrière eux parce qu'on y croit, etc. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et puis petit à petit, on se retrouvait, on nous disait, vos projets sont trop ambitieux pour La Réunion, il faut que vous partiez, etc. Bon, à un moment donné, tous avec mon expérience, une expérience à l'étranger, c'est extrêmement utile. Ça permet justement de s'ouvrir, de rencontrer différentes personnes, de partager les expériences. Donc c'est très utile. Mais je pense que l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de dire aux jeunes ou même aux entrepreneurs, dire que c'est trop ambitieux pour La Réunion, il faut aller ailleurs. C'est totalement faux. On a tout ce qu'il faut ici à La Réunion pour réussir. Certains projets ne pourront jamais, on va dire, se faire à La Réunion parce qu'il y a différents facteurs qui rentrent en cause. Si je prends mon cas en particulier, je ne pourrais pas, moi, lancer ces projets à partir de La Réunion. Mais il y a des tas de projets que l'on peut lancer ici à La Réunion et qu'il y a énormément de startups qui méritent d'être connues ici à La Réunion. Je pourrais en citer quelques-unes je veux bien que tu me cites quelques startups qui sont fantastiques. La première qui me vient en tête, c'est Oscadi, donc qui développe Olivier Sautron, donc qui développe un échographe portable qui fonctionne sur iPad, donc une innovation extraordinaire et qui se fait ici à La Réunion, à Prapanon. Et pourtant, on n'en entend pas beaucoup parler. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, Olivier, il n'y a pas si longtemps, et c'est fantastique. C'est vraiment fantastique ce qu'il fait. Ensuite, j'ai oublié le nom de son entreprise, mais c'est Anne-Laure Morel. Torscal. Voilà, exactement. Donc, qui a découvert le moyen, vraisemblablement, de traiter le cancer sans chimiothérapie. C'est plutôt intéressant. Donc, c'est quand même très, très bien. Et donc, tout ça, c'est au niveau local. Et après, il y en a des tas d'autres. Je pourrais passer l'après-midi à en citer. Mais il y a énormément de projets ici à La Réunion qui méritent d'être connus. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui méritent aussi d'être supportés, en fait, ici. C'est parfait parce que tu me fais une super transition avec ma dernière question. Je veux dire, c'est la question bateau de qu'est-ce que tu ferais si tu étais président? Mais du coup, pour nous, La Réunion, qu'est-ce que tu ferais si tu étais président de la région Réunion? Oh là là. Non, mais disons si tu pouvais diriger un peu les choses à La Réunion et donner des axes qui sont plus les tiens. Je mettrais beaucoup l'emphase sur, je dirais, le développement des jeunes. Leur donner les moyens de réaliser leurs projets, mais aussi donner aussi les moyens aux entrepreneurs de se développer. Je trouve qu'aujourd'hui, à La Réunion a tout pour être un exemple. Aujourd'hui. Donc on est un département français, donc on est européen, a fortiori, et donc on a tous les moyens de se développer. Et je fais souvent la comparaison avec nos voisins de Maurice, qui eux, donc, bien entendu, donc, sont totalement indépendants et ont la faculté d'aller chercher des nouveaux marchés, de signer des nouveaux contrats avec notre pays, chose que l'on n'a pas forcément à La Réunion. On est assez limité à ce niveau-là. On n'a pas assez de pouvoir de décision. Ça doit remonter à Paris. Voilà. Donc, aucune décision n'est forcément prise à La Réunion. Donc, moi, si j'étais, on va dire, président de région, je me battrais pour avoir justement cet organe décisionnaire ici, à La Réunion. De donner les moyens, comme j'ai dit, donc décentraliser encore plus exactement, ce pouvoir. Exactement. Parce que, quelque part, c'est pas à Paris qu'on va connaître les spécificités de La Réunion, les accords, la spécificité de la région à proprement parler. C'est pas à Paris que ça va se décider. On a un contexte qui est très particulier, on est une île, donc c'est extrêmement particulier, c'est totalement différent de ce qu'on peut vivre sur le continent. Donc il faut être en local pour savoir, pour déterminer avec précision ce que l'on peut faire. Donc moi, c'est ça que je pense que je mettrai en place, c'est vraiment de rapatrier le plus possible les organes décisionnaires à La Réunion, de donner les moyens
aux entrepreneurs et surtout aux jeunes, parce qu'on dit souvent ce sont les jeunes, c'est l'avenir, de donner les moyens aux jeunes justement de pouvoir développer leurs projets, de justement les soutenir davantage sur les projets. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont déjà en place, comme Startup Weekend ou la Web Cup par exemple. Donc c'est de très très bonnes initiatives, mais il faut aller encore plus loin. Il faut que les organes décisionnaires également puissent porter des projets, je dirais, à l'échelle internationale. Il ne faut pas se limiter à une échelle purement locale, régionale. Moi, ce qui m'intéressait dans ton expérience d'avoir levé des fonds, parce que lever des fonds tout seul, même 120 000 euros, convaincre des privés de te filer des tickets entre 5 et 10 000 euros, je ne sais pas comment tu as fait, mais voilà, moi je trouve ça fort, et je crois qu'à La Réunion, les gens qui sont un peu fortunés ou qui ont envie de placer de l'argent, ils ont plus le réflexe immobilier que le réflexe FIP. D'ailleurs, quand tu vas acheter des fonds de placement dans des sociétés, tu vas au Crédit Agricole, ils te font placer ça dans des sociétés en Corse. Il y a un fonds qui vient d'arriver qui s'appelle Apicap, qui a effectivement des fonds dans des sociétés réunionnaises. Mais voilà, je trouve qu'il y a quelque chose à faire, en tout cas sur l'éducation. Je crois qu'il y a peut-être 3000 personnes à La Réunion qui payent l'ISF, mais il y a des entreprises, il y a des gens qui sont capables d'aller investir autre part que dans la terre. La terre, elle est illimitée, et le savoir, en tout cas humain, est celui des Réunionnais. Enfin, la preuve en est avec ton expérience, l'expérience d'autres personnes. La vraie richesse, elle est dans les idées. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est la mentalité qu'il y a sur l'île, je pense. C'est qu'on n'est pas assez ouvert, ou on n'a pas cette connaissance justement des nouvelles technologies, de ce que les nouvelles technologies peuvent apporter. On voit très bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer des technologies. Et c'est vrai que lever des fonds, aller convaincre des privés d'investir dans un projet qui, au départ, on va dire est virtuel, parce qu'on va aller voir, c'est sur du papier, voilà, le projet qu'on a, c'est ça. Voilà les perspectives qu'on pense avoir sur ce type de projet. Donc c'est très difficile de convaincre les gens sur du virtuel. Ouais. Donc il faut vraiment faire preuve de persuasion. Et même en étant le plus persuasif possible, avec un produit extraordinaire, ça reste compliqué. Ouais. Parce que toi, tu avais quand même le Moi, j'avais un produit. Ils voyaient qu'il y avait de la 3D dessus, quoi. Exactement. Moi, j'avais un produit. Donc, c'était plus que du concret. Ouais. Donc, c'est-à-dire le produit, il est là. Si on investit dans une certaine somme qui n'était pas énorme, en fait, on peut avoir une expansion extraordinaire sur ce produit. Mais il n'y a pas cette mentalité, je dirais, à La Réunion, en France, et je dirais peut-être en Europe, de prendre des risques. Ouais. Je me souviens, moi... La pierre, c'est un risque très minimal. Voilà. Finalement. Et je me souviens, moi, avoir rencontré pas mal de personnes dans le milieu du financement, on va dire, qui disaient, est-ce que vous avez des garanties derrière pour qu'on puisse vous financer ou alors, revenez nous voir dans 3 ans, parce que là, vous démarrez, on ne peut rien faire maintenant. Vous aurez 3 ans d'exercice, on pourra mais, regarder vos chiffres. Voilà, mais quelque part, je me dis, mais ces organismes qui sont là sont normalement là pour nous aider, pour aider les entrepreneurs à démarrer. Or, on s'aperçoit que c'est totalement faux. Donc, ce qui manque, je dirais, énormément à La Réunion, c'est justement des capital risques. Des personnes qui disent, OK, je vais investir. Et les investissements qu'on va dire que les entrepreneurs locaux demandent, ce ne sont pas non plus des centaines de millions. Non. Donc, pour beaucoup, ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Donc, en soi, ce n'est pas des sommes qui sont énormes en soi à financer, avec un retour sur investissement qui peut être colossal. Donc, il y a cette mentalité-là qu'il faut changer. Ouais. Donc ça va prendre énormément de temps à le faire. Je ne désespère pas que ça se fera un jour, mais ça va être long. Ça va vraiment être long à faire. Puis, je dirais, pour lever des fonds, il faut aussi être convaincu à 1000% de son projet. Ouais. Être convaincu que ça va fonctionner. Ne pas être hésitant, savoir répondre au tac à toutes les questions qu'on pourrait nous poser. Parce qu'en face de soi, on va avoir quand même une personne qui serait prête à dire « Parfait, je mets mon argent personnel dans ce projet. Ouais. » Donc, il faut convaincre cette personne, mais il faut d'abord être convaincu soi-même de son projet. Si on n'a pas un projet qui est vraiment ficelé de A à Z, où on a, je dirais, énuméré toutes les problématiques possibles et d'avoir une réponse à ces problématiques,
les chances sont assez réduites, je dirais, pour pouvoir aller chercher du financement. D'accord. Donc il faut vraiment, je dirais, être prêt avant d'aller voir, je dirais, quelques personnes ou quelques organismes que ce soit pour demander du financement. Il faut avoir un dossier qui est vraiment... Ouais, exactement. Ok. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de cette interview. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ton temps, d'être venu depuis Brapanon. C'est moi qui te remercie. Voilà. Et puis écoute, je te dis bon vent sur le Canada et je prendrai rapidement des nouvelles parce que j'espère que ton projet va marcher du tonnerre. Mais écoute, je ne manquerai pas de toute façon de te tenir au courant, mais aussi de tenir au courant les différents collaborateurs que j'ai pu rencontrer ici durant les 2 dernières années sur l'évolution de ces projets. Avec plaisir. Merci Bertrand. Merci à Julien. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube, à liker ma page Facebook, à m'envoyer vos commentaires. Ça m'aide énormément. À la prochaine.